À quoi servent les hausses ou les baisses d'impôts? Il y a ce que disent les modèles macroéconomiques et puis il y a la réalité. On en parle avec notre invité Thomas Grischbin. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc l'auteur avec François Gérolf du chapitre Le retour de Keynes sur les effets des politiques fiscales. Alors d'abord, depuis quand est-ce qu'on se trompe sur les effets des politiques fiscales ? Je pense que ça fait longtemps, mais en tout cas, un des électrochocs a été la crise en Grèce. En 2010, en fait, les organisations internationales, dont le FMI, avaient recommandé de fortes hausses d'impôts pour rétablir les finances publiques. Or, ce qu'on a pu observer, c'est que la situation économique s'est fortement dégradée et il y a une explosion du chômage bien supérieure à ce qui était anticipé par les organisations internationales. De façon plus générale, ce qu'on observe, c'est un décalage entre les prévisions des modèles macroéconomiques et les résultats des études empiriques. Alors d'où vient ce décalage ? Ça vient en partie que depuis les années 70, il y a une très forte remise en cause de tous les mécanismes keynésiens au profit d'hypothèses néoclassiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces hypothèses néoclassiques ont été introduites dans les modèles macro. Et par exemple, dans les modèles macro standards, désormais, les hausses d'impôts n'ont plus d'effet récessif. Les seuls effets de l'impôt qui existent dans ce type de modèle, c'est des effets d'incitation, c'est-à-dire des effets d'offre. Si vous baissez les impôts, ça va avoir un effet si ça modifie les comportements des agents, c'est-à-dire si vous êtes incité à travailler plus, à investir ou à embaucher. Or, ce qu'on observe en pratique, c'est que les effets de demande de l'impôt, d'une politique fiscale, sont également très importants. C'est ce qu'on appelle les effets sur le revenu disponible. Si on vous baisse votre impôt, votre revenu augmente et donc vous allez par exemple pouvoir consommer plus. Et de même, ce qu'on observe aussi dans les études, notamment les études académiques, il y a une série d'études qui ont été publiées dans l'American Economic Review, qui montrent que le multiplicateur fiscal, c'est-à-dire le rapport entre la baisse des impôts et l'augmentation de l'activité, est très élevé, autour de 2 ou 3. Alors que par exemple, le FMI, lui, partait de l'hypothèse d'un multiplicateur de 0,5 dans le cas grec. Alors justement, sur l'investissement, vous montrez qu'il y a une différence entre ce qui est prévu dans les études et ce qui est constaté empiriquement. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce point sur l'effet fiscal des mesures ? Oui, justement, l'investissement, c'est un très bon exemple du fait de ce décalage. Dans un modèle macroéconomique standard, vous allez avoir une élasticité très forte entre le coût du capital et l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous baissez, par exemple, le coût du capital de 1, l'investissement va augmenter de 1. Or, ce qu'on observe empiriquement, mais ça en fait c'est depuis la fin des années 90, c'est que cette élasticité est beaucoup plus forte et qu'elle est beaucoup plus proche en fait de 0 que de 1. Il y a une étude très emblématique qui a été publiée dans l'American Economic Review en 2015 par un économiste américain, Denis Yagan, qui a étudié la grande réforme de l'impôt sur le capital aux États-Unis en 2003 et qui montre dans ce cadre que la baisse de l'impôt a eu exactement 0 effet sur l'investissement. Donc il y a une élasticité exactement de 0 entre le coût du capital et l'investissement. Et ce qui a été confirmé depuis par des études notamment sur la France, portant sur la France. Ce qui montre que quand on baisse l'impôt sur le capital, cet argent n'est pas investi, pour dire les choses en langage un peu qu'a fait du commerce, mais il est plutôt dépensé, épargné, mais il n'est pas investi. En tout cas, il n'y a pas d'effet direct sur l'investissement. D'accord. Donc s'il n'y a pas d'effet direct, qu'est-ce qui est susceptible comme baisse d'impôt de provoquer, elle, un effet ? Alors justement, quand on regarde la littérature empirique, ce qui apparaît, c'est que les baisses d'impôts qui ont le plus d'effet, ou les hausses qui ont le plus d'effet sur l'activité, sont les impôts qui touchent directement le revenu disponible des agents ayant une forte proportion marginale à consommer, c'est-à-dire les agents qui consomment une partie importante de leur revenu. Donc les plus pauvres. Les classes moyennes et les plus pauvres, en effet. Et donc, par exemple, il y a une étude qui est sortie dans le Journal of Monetary Economics qui montre que lorsque vous baissez la TVA d'un point, vous avez un multiplicateur de 3, c'est-à-dire que le PIB augmente de 3% au bout d'un an. Pourquoi ? Parce que la TVA touche les classes moyennes. De même, nous-mêmes, avec François Gérolf, on a montré que quand vous baissez la taxe foncière, vous avez aussi un multiplicateur de 3. Pourquoi ? Parce que la taxe foncière touche les propriétaires, c'est-à-dire plus de 50% des ménages en moyenne, et donc en moyenne, c'est aussi les classes moyennes. Et il y a aussi des études très intéressantes qui comparent les effets de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, notamment un papier à nouveau dans l'American Economic Review des économistes Mertens et Raven, en 2013, qui montre que si vous voulez stimuler l'investissement, relancer l'investissement, une baisse de l'impôt sur les revenus a 2 fois plus d'effet qu'une baisse de l'impôt sur les sociétés. Je citerai une dernière étude qui vient de sortir dans le Journal of Political Economics d'un économiste de Princeton et qui a étudié l'effet hétérogène d'une baisse de l'impôt sur le revenu selon les déciles de revenus. Et ce qui montre, et ce qui peut être intéressant notamment dans le débat public français, c'est que si vous baissez l'impôt sur le revenu sur les 10% les plus riches, enfin ayant les revenus les plus élevés, le multiplicateur est de 0. Par contre, pour les 90% autres de la population, le multiplicateur est de 7. Sur l'investissement. Sur l'investissement. C'est énorme. 7 contre 0. Voilà.
C'est donc un effet énorme et c'est le contraire de ce qu'on entend sur les politiques qui visent à alléger le coût du capital pour les plus gros revenus qui sont le plus souvent cités. Pour en savoir plus sur ce sujet compliqué, l'économie mondiale 2019 du CEPI, auquel Thomas Griesbin, vous avez donc collaboré. Un grand merci pour votre éclairage. Merci.